Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Alors bonjour Céline, bonjour Jean, bienvenue dans Rayonnante. On est ensemble donc pour 1 heure environ pour comprendre comment des collectifs comme la CEC peuvent accompagner les entreprises dans des transformations profondes. En effet, aujourd'hui, donc, face à l'urgence climatique, beaucoup d'acteurs de la vie économique, sociale, culturelle peuvent se poser la question « Quel rôle ai-je à jouer et comment ?» Céline, toi qui co-organises la Convention des entreprises pour le climat depuis 2022, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la CEC ? Oui, alors je co-organise la CEC depuis 2021 en fait. Voilà. Donc depuis la première... ton profil LinkedIn parce que j'ai trouvé l'information sur ton profil LinkedIn. Bon, je le ferai. À moins que je me sois trompée, mais je sais pas. Je le ferai peut-être parce que j'étais bénévole pendant la première année. Voilà. La CEC, c'est une association qui a été créée en 2020 à la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Peut-être que les auditeurs et auditrices se souviennent de la Convention citoyenne. Bon, ça s'est pas très bien fini, la Convention citoyenne pour le climat, mais on s'est dit que peut-être que le monde économique... Pourquoi ça s'est pas très bien fini ? Parce que les 150 propositions n'ont pas été complètement reprises, enfin, ou très peu reprises. Et pourtant, il y avait eu un très, très bel exercice d'intelligence collective et des propositions qui permettaient vraiment de rentrer dans les accords de Paris. Et donc, on s'est dit, si le monde économique a l'air d'être un frein, peut-être qu'en appliquant les mêmes recettes que la Convention citoyenne, le monde économique pourrait faire partie de la solution. Et donc, c'est parti comme ça. On a identifié, recruté 150 dirigeants, comme les 150 citoyens, représentants de tous les secteurs d'activité, tout le territoire français, des dirigeants d'entreprises, petites, grosses, moyennes, tout type d'actionnariat. Et on s'est mis en présence des savoirs, on a travaillé en intelligence collective et on a vu ce que ça donnait. Et qu'est-ce que ça a donné 150 feuilles de route assez incroyables et des belles transformations, à la fois des personnes qui ont participé et aussi des modèles économiques. Donc ça, c'était à Paris ? C'était national, donc c'était dans toute la France. Et donc, à la suite de ça, c'était un peu notre preuve de concept. Et on s'est dit, allez chiche, on continue. Et on se donne comme mission de rendre irrésistible la bascule du monde, de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Et par les temps qui courent, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas l'économie extractive et l'économie régénérative ? Je vais l'expliquer assez rapidement. C'est quand même l'objet d'un parcours qui dure 1 an de comprendre ça. Et puis, je pense que c'est encore plus compréhensible quand on entend Jean raconter ce que vous avez fait chez Charrier. Mais en gros, l'économie extractive, c'est l'économie qui pompe des ressources pour produire toujours plus, consommer toujours plus, jeter toujours plus. Et on parle des ressources matérielles, mais aussi des humains et des humaines. Et l'économie régénérative, grosso modo, c'est l'économie qui fait du bien aux écosystèmes, aux humains et aux humaines, dans un esprit de justice sociale aussi. Donc il ne s'agit pas seulement de faire mieux ou moins sale ce qu'on fait déjà. Il ne s'agit pas non plus d'être au net zéro ou à l'équilibre entre ce que je fais mal et ce qui fait du bien à la planète, mais vraiment de faire en sorte que les activités économiques contribuent à régénérer les écosystèmes. Suite à cette réunion et suite à ces feuilles de route, vous avez lancé ici, dans l'Ouest, la première déclinaison régionale de la CEC. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pourquoi Nantes ? Pourquoi l'Ouest ? Alors, en fait, c'est venu très spontanément des participantes et des participants de l'Ouest, des Nantais, des Nantaises et des Bretons et des Bretonnes. J'ai bien envie de citer quand même Jean-Paul Chaperon, le patron d'ASI, Olivier Croix, Olivier Clanchin, le patron d'Olga, Frédéric Munier de Fago, David Godest de Dolmen, qui se sont dit on est en train de vivre une expérience incroyable avant même la fin du premier parcours national et on voudrait que nos voisins, voisines, nos copains dirigeantes et dirigeants de nos cercles de dirigeants, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs vivent la même expérience pour que en fait, la bascule elle se passe au plus près de chez nous. Et c'est comme ça que la CEC est née à l'Ouest et c'est le début d'un grand développement de la CEC puisqu'ensuite des parcours se sont lancés dans à peu près toutes les régions de France. Et donc là, au départ, on était 150, enfin vous étiez 150 dirigeantes et dirigeants et maintenant il y a plus de 2500 dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui sont passés par les parcours, dans 25 parcours à peu près. Et un parcours, c'est une région ? C'est une région ou une filière économique. On a aussi développé des parcours
sur les activités qui sont probablement les plus grands, enfin qui ont le plus d'impact dans le changement du monde économique. Donc le monde du conseil, le monde de la finance, le monde de l'industrie. Maintenant, il y a bientôt bâtiments et immobilier, monde académique, et j'en oublie sûrement. On a une approche à la fois à la CEC territoriale et puis thématique. Alors, qu'est-ce qui distingue justement cette approche de la CEC par rapport à d'autres dispositifs de transition écologique qui peuvent exister? Alors, il y a plusieurs... Ouais, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. On n'est pas un organisme de formation. On n'est pas non plus un cabinet de conseil. On est une association d'intérêt général avec cette mission de rendre irrésistible la bascule. Ce qui nous distingue, allez, on va dire, il y a 3 choses principales, peut-être une 4e. La première, c'est qu'on est dans une approche très collective. Et le collectif, c'est aussi la diversité des participantes et des participants. Et c'est ça qui donne de la richesse et qui permet de vraiment bien se challenger. La deuxième, c'est qu'à l'issue du parcours, les dirigeantes et dirigeants rendent leur feuille de route. Et la feuille de route, elle est rendue publique. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'identifier des pionniers et des pionnières qui vont pouvoir, en témoignant comme tu le fais aujourd'hui, Jean, montrer qu'un autre chemin est possible, qu'une autre posture de leader est possible, que d'autres modèles économiques que les modèles extractifs sont possibles et qu'en plus, ça se fait bien, le mieux possible en tout cas, et puis d'une façon assez joyeuse. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment l'approche collective et la mission que nous avons. Après, on a quelques particularités aussi dans notre approche. La première particularité, c'est qu'on est dans une approche tête, cœur, corps. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de nourrir la tête de nouveaux savoirs. Bien sûr, il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Il faut comprendre les enjeux climatiques, de biodiversité, les questions sociales, géopolitiques, etc. Mais il faut aussi savoir activer l'élan d'agir. Et ça passe par l'écoute, l'accueil des émotions. Et ça se fait beaucoup... en sous-groupes, dans des sous-groupes qu'on appelle les camps de base, qui sont animés par des coachs et des facilitateurs qui sont aguerris à l'accompagnement des transformations. Et alors, avant de rentrer justement dans le concret, Céline, pour mieux comprendre toi, ton cheminement personnel, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et aussi nous dire quel a été le déclic pour toi dans cette transition? Oui, alors je vais essayer de le faire. Disons que jusqu'à 40 ans, j'étais dans un parcours, on va dire, classique. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, puis dans une grande tour à la Défense. Et puis en 2016, j'ai eu un gros accident de vie, j'ai eu un cancer. 2016, c'était aussi l'année du Brexit, c'était l'année de la première élection de Trump. Et donc j'ai un peu fait les liens entre l'effondrement qui se passait en moi et les catastrophes que je voyais dans le monde. C'était aussi le moment où on commençait à parler plus de l'effondrement de la biodiversité. Donc moi, j'étais propre sur moi, je triais mes déchets, je mangeais bio. Mais j'ai compris qu'il fallait quand même aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu 2 révélations. La première, c'est la lecture de Laudato Si, qui est une encyclique dans laquelle le pape disait, en fait, le problème, c'est notre mode de développement. Et en fait, tout va de travers. Ou en tout cas, on est à l'envers de ce qu'il faudrait faire pour respecter les écosystèmes et les humains et les humaines. Et puis, le deuxième déclic, c'était une parution dans Le Monde que j'ai très longtemps gardée dans mon petit carnet, qui était l'appel du monde de demain, qui rappelait, donc c'était Pierre Rabhi et compagnie, qui présentait l'état des écosystèmes et l'état du monde et qui disait changez, essayez de trouver ce que vous pouvez changer dans votre vie, mais d'abord changez de métier. Et donc là, ça m'a carrément interrogée. J'étais encore en arrêt maladie à ce moment-là. Et du coup, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial qui n'a pas fonctionné. Mais j'ai eu la chance de vivre le parcours entrepreneur de Ticket for Change, qui est une sorte de CEC pour les entrepreneurs et qui m'a super transformée. Donc après, je passe sur les méandres de tout ce que j'ai fait, de la cuisine, un tiers-lieu, du conseil en RSE et de la sensibilisation, fresque du climat, etc. Et puis je suis arrivée, la CEC s'est présentée et j'ai embarqué dans l'équipe au tout début. Alors Jean, on va passer à toi. On va s'intéresser justement à ton parcours aussi et à ce que tu fais en tant que présidente du directoire de l'entreprise Charrier que tu as rejoint il y a 3 ans. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore cette entreprise, cet acteur historique du BTP dans l'Ouest, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que vous faites et comment vous le faites? On est dans le domaine des travaux publics, bien sûr, et des matériaux donc, pour les travaux publics. Charrier, c'est une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, presque 2000 salariés, 5e génération d'actionnaires, et on va bientôt fêter nos 130 ans.
Donc c'est une très très ancienne entreprise avec une culture qui s'est perpétuée au fil des générations et qui a évolué aussi avec son temps. Près de 2000 salariés maintenant, et principalement dans l'Ouest, avec aussi des opérations sur toute la France parfois, dans nos spécialités. Donc on intervient sur les travaux de tous les jours qu'on peut voir en ce moment à Nantes par exemple, hein, travaux de VRD, on refait certaines rues, etc. Et puis aussi des travaux maritimes, des grands terrassements. On a aussi des carrières, donc on est une industrie extractive justement. On extrait des matériaux et puis des usines d'enrobés, avec certaines spécialités qu'on a développées justement dans nos objectifs de mission et nos objectifs aussi de feuille de route CEC. Ouais. Et vous intervenez dans la France entière? On peut intervenir dans nos spécialités sur la France entière, mais nos activités du quotidien, c'est plutôt des activités de proximité, donc dans le Grand Ouest, sur une dizaine de départements. Et le siège se trouve? Le siège se trouve sur Nantes Métropole, à Couëron, dans un bâtiment passif qu'on a ouvert il y a 3 ans et demi. Et Jean, donc vous, je le disais, hein, tu as rejoint le groupe il y a 3 ans. Quel a été ton parcours avant de prendre la direction de ce groupe? Alors mon parcours, moi je suis ingénieur de formation, j'ai toujours bossé dans les TP, dans un grand groupe international du CAC 40 pendant une 30aine d'années, et j'ai bossé aussi à l'international, mais ceci dit, je commençais quand même à me poser de sérieuses questions, et moi c'est pas une maladie qui a déclenché, c'est que j'ai quitté ce groupe et puis je me suis formé au métier du coaching en fait pendant 1 an et demi, et c'est l'activité à laquelle j'allais me dédier. J'avais 3 objectifs personnels. Je voulais vivre à Nantes parce que on est tombé amoureux de Nantes en fait. 2, je voulais plus bosser pour une boîte cotée, et 3, je voulais faire quelque chose qui avait du sens. Donc le métier de coach en fait pour moi remplissait ces 3 critères. Mais sur ces entrefaites, j'ai recroisé l'ancien dirigeant de Charrier, Paul Baziro, mon prédécesseur, et puis la famille Charrier, et puis j'ai été tenté par le projet, puisqu'à ce moment-là, l'entreprise était dans la démarche de devenir une entreprise à mission, avait déjà, depuis une 20aine d'années, fait beaucoup pour la RSE, et puis ce qu'on appelait avant le développement durable. On a un peu abandonné ce terme maintenant. On parle plus de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et l'étape d'après, c'était justement de devenir une entreprise à mission. Donc une entreprise à mission, c'est une entreprise qui inscrit dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux, qui a un comité de mission pour l'aiguillonner et faire avancer plus vite dans ses objectifs de mission, et qui est audité par un organisme tiers indépendant, un OTI. Donc ce sont des auditeurs qui viennent mesurer tous les 2 ans les progrès qu'on a fait. Et ce rapport de mission, il se trouve bien sûr publié sur le site de Charrier et ailleurs, parce que ça fait partie des engagements qu'on a, c'est d'être public sur le sujet. Donc c'est quand même un engagement très fort en termes de RSE. Dans notre métier, les travaux publics, je pense qu'il y a peut-être 4 ou 5 entreprises à mission seulement sur la dizaine de milliers d'entreprises qui existent. Donc c'était déjà une démarche intéressante de la part, évidemment, des actionnaires qui ont validé ce statut. Donc ça m'a paru un bon point de départ pour remplir mes 3 objectifs, qui étaient de vivre à Nantes, de faire quelque chose qui a du sens et de ne pas bosser pour un groupe coté au CAC 40, disons, parce que j'avais déjà donné. Et donc toi, tu as été un des premiers dirigeants à faire un parcours CEC, et suite à ça, tu as pris d'importantes décisions pour faire bouger les lignes dans ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce parcours? J'ai fait confiance d'abord parce que le parcours se présentait quand je suis arrivé dans l'entreprise, Charrier. Et puis, ça me paraissait assez évident qu'on avait bossé sur le statut, sur la gouvernance, mais on n'avait pas assez bossé sur la feuille de route. Donc, ça m'a paru intéressant d'y aller. Après, je n'étais pas très, très volontaire parce que j'arrivais dans l'entreprise, c'est quand même du temps, le parcours CEC. Et c'est Jean-Paul Chaperon, notamment, qui m'a ambiancé sur le sujet, qui m'a convaincu. D'autres patrons d'entreprise, notamment Yves Gillet de Kéran, qui est aussi une entreprise à mission en fait. Et je me suis laissé convaincre. Je me suis dit, faisons confiance, on verra bien. Mais j'étais quand même pas hyper chaud, je dois dire, pour aller faire ça en arrivant dans l'entreprise, puisque donc ce sont des sessions de 2 ou 3 jours, assez chronophages, et c'est 2 ou 3 jours que j'aurais préféré passer sur le terrain. Donc tous les mois? Alors, pas tous les mois, on va dire tous les mois et demi. 2 mois. 2 mois, ouais. Ceci dit, je ne l'ai pas regretté. J'ai tout de suite trouvé la qualité des gens, le niveau. Céline a parlé d'elle, mais ils sont tous comme ça, je dirais. Il y a une qualité d'animation. Le process est très très professionnel. Et puis les gens sont là parce qu'ils veulent ça. Et donc l'alignement tête, corps, cœur, il y a beaucoup de cœur. Voilà. Et c'est important parce que quand on est dans ces sujets d'RSE,
On parle d'éco-anxiété, on parle de gérer des émotions, quelque part. Il y a plusieurs approches dans les dirigeants, dans la population générale. Il y a le déni, qui est assez facile, mais je crois qu'il ne fait que renforcer l'éco-anxiété. Il y a la prise de conscience sans action, qui, à mon avis, est assez terrible aussi, parce qu'on se dit, on va dans le mur, mais on ne fait rien. Et puis, il y a justement l'approche de la CEC, qui est de dire, bon, c'est vrai, on a un problème. La seule façon d'aller mieux, nous, en tant qu'êtres humains, et en tant que dirigeants, et dans l'entreprise aussi, pour les salariés, c'est de s'y mettre et donc d'écrire une feuille de route ambitieuse. Et donc c'est vraiment ça que nous a apporté la CEC, c'est qu'on avait une feuille de route, mais en fait on l'a complètement transformée. Elle va aller plus vite, elle va aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment le gros succès de la CEC, je crois que c'est ça. Et nous, on est allé même encore un petit peu plus loin, puisque dans notre feuille de route CEC, on avait tout un tas d'objectifs chiffrés, qui sont aussi publics, qu'on peut aller consulter. On l'a fusionné avec notre feuille de route de mission, et on lui a donné le nom Agir 2030. Donc ce que ça fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est engagé, et ça va être mesuré tous les 2 ans par des auditeurs. Donc c'est pas juste, on va peut-être faire ci, peut-être faire ça. On a des objectifs de réduction de nos émissions carbone, par exemple, qui est une des premières choses qu'on fait. Donc ça nous oblige à faire un bilan carbone, mais aussi à réduire. Et on a déjà réduit entre 18 et 20%, finalement, suivant l'indicateur qu'on prend, on en a 2. Et Jean, surtout, on va se parler de tout ça plus concrètement, mais avant, je voulais rebondir sur un point que tu as dit qui m'a fait un peu tiquer, parce que j'aimerais bien qu'on creuse si ça t'ennuie pas. Tu disais, il y a ceux qui sont dans le déni, et selon moi, ça renforce l'éco-anxiété. C'est comme le malade qui va pas bien, mais qui va jamais chez le docteur. Vous voyez, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on va tomber de haut, et là, c'est la catastrophe. C'est un des aspects de la CEC, c'est que la première session, on prend conscience de l'ampleur du problème. Et là, on tombe par terre. Et là, c'est un moment quand même très, très difficile. La session 1, c'est qu'on a tous ces spécialistes du GIEC ou d'autres domaines, de la biodiversité, etc., de la planète, de la nature, qui viennent nous expliquer, c'est des faits scientifiques. C'est pas... et là, je pense qu'on n'imagine pas qu'on va avoir des canicules à Nantes à 50 degrés. Moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça avec Virginie Resson-Victor de mémoire. On ne savait pas qu'on est au cœur de la 6e extinction de masse, en fait, sur la biodiversité, parce que ça s'accélère. Et donc là, c'est vrai que première session, on ressort un petit peu à plat. Mais ensuite, il y a une espèce de rebond qui fait partie du process de la CEC, où là, on se dit, non, mais on va vraiment s'y mettre, et on va vraiment être sérieux, parce que les entreprises, c'est quand même 60% du problème, à peu près, par rapport aux particuliers, au gouvernement. Vous voyez, les élus veulent faire beaucoup, mais en fait, ils ont peu de pouvoir. Ils sont aussi pris dans des contextes réglementaires. Beaucoup sont quand même très motivés sur le sujet, mais en fait, je pense que c'est nous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, qui pouvons vraiment changer les choses et faire une différence. Je peux donner un petit exemple. Le bilan carbone de chaque citoyen français, c'est de l'ordre de 9 tonnes. On est à peu près à 9 tonnes. Le bilan carbone de l'entreprise Charry, qui n'est pas très élevé, qui est de 125 000 tonnes, et donc je parle du scope 1, 2, 3, pour les spécialistes, le scope total, donc. On est à 60 tonnes par personne. 9 tonnes, moi en tant qu'individu, 60 tonnes de l'entreprise par salarié. Donc l'impact qu'on peut avoir dans l'entreprise, il est quand même assez phénoménal. Bien sûr. D'où le projet de la CEC d'ailleurs. Pour avoir suivi un peu le parcours de la CEC à travers mon mari qui l'a suivi cette année, il m'a beaucoup parlé d'une courbe en U. Vous pourriez nous expliquer ce principe de la courbe en U ? Il y a 2 courbes en U. La première, c'est ce qu'on appelle la courbe du deuil. Mais en fait, quand on parle de la courbe et qui est bien connue, je pense, de pas mal de gens, quand on parle de la courbe en U, pour nous, on fait référence à la théorie U, qui est une théorie du changement qui a été élaborée au MIT, donc c'est quelque chose d'assez solide, qui consiste en fait à aller trouver le pouvoir d'agir. Et donc le U, si je le fais, j'ai essayé de le faire, le haut du U à gauche, c'est vraiment prendre conscience, ouvrir ses yeux, ses oreilles et prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Et puis ensuite, quand on descend petit à petit, on va aller chercher en bas du U son ressort profond, qui est pourquoi j'agis. Toi, tu l'as dit, moi aussi. C'est où je trouve mon élan d'agir. Et donc ça, c'est parfois pas forcément très confortable d'aller dans l'introspection
ou d'aller chercher vraiment son moteur. Et le moteur, ça peut être la peur, mais ça peut être la joie, ça peut être le collectif, ça peut être plein de choses. La préoccupation qu'on a c'est sa descendance, de son environnement proche. Et puis une fois qu'on est bien descendu, alors là on remonte et on commence à avoir des envies de la vision, des envies de prototyper, des envies de faire des choses. Et donc ce U-là, chaque personne le vit individuellement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de le vivre collectivement et de se partager, de le vivre ensemble. Donc c'est ça le U. Alors parfois quand on dit je suis en bas du U, rapidement on se dit c'est la déprime, mais c'est pas forcément la déprime, c'est vraiment le désir d'agir qu'on va chercher. Je dirais que cette courbe en U, c'est aussi la courbe du changement, parce que le changement, souvent, il y a le déni. Après, il y a la colère, après, il faut faire le deuil, et puis la courbe du changement, c'est plus tard. Et donc, ce genre de process, c'est un changement, évidemment, dans l'entreprise. C'est assez important. Et sur l'autre chose que tu disais, de le faire ensemble, je crois que surtout par rapport à cette éco-anxiété qui se développe, et on la vit tous de différentes façons et à différents degrés, mais le fait de ne pas s'isoler, le fait d'avoir du collectif, ça aide beaucoup aussi. C'est assez remarquable à la CEC, les liens qui se créent autour du problème qu'on a, quoi, en tant qu'humain terrien, quoi. Et Jean, si je reviens justement sur ton parcours, tu parlais tout à l'heure d'une quête de sens dans tes projets de recherche. Est-ce que toi, tu dirais que tu avais déjà une sensibilité personnelle sur ces sujets de transition écologique, ou est-ce que c'est venu vraiment au niveau du groupe ? On a tous une sensibilité personnelle. Moi, je pense qu'elle n'était pas forcément très développée. J'ai vécu dans plusieurs pays aussi qui n'étaient pas forcément alignés avec ce qu'on fait en Europe, et encore moins aujourd'hui. Le fait de se former, le fait de regarder les chiffres, la réalité en face, même si ça fait peur, c'est ça qui va vraiment créer la motivation. Mais je pense qu'à la base, la plupart des êtres humains ont tous envie de faire mieux et de faire le bien. La plupart des gens se disent, je vais essayer au fil de ma vie d'aider les autres et de faire quelque chose de mieux peut-être que ce que j'ai fait avant. Mais je crois que la clé, c'est de se former, de s'informer, de pouvoir aussi débattre de ces sujets de façon assez objective, basée sur des chiffres et pas sur des opinions. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule un parcours de CEC pour un dirigeant ? Alors le parcours CEC s'étale sur 8-9 mois, on va dire. Il y a 6 sessions. Session 1, c'est vraiment, on s'informe, on prend connaissance du problème. Ça fait réfléchir, ça interroge au niveau de nous, de nos familles, de nos enfants. Finalement, je crois que beaucoup de gens se projettent un petit peu dans le futur en se disant qu'est-ce qui va se passer. On a certainement participé au problème, tous, collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler ? Et ensuite, on va construire la feuille de route avec un process, je trouve, qui a été très très bien conçu, je dirais, et qui est assez pragmatique, qui permet d'arriver à un résultat au fil des sessions. Il y a la CEC, puis il y a l'après-CEC, où on a une feuille de route. Alors c'est toujours facile de faire des plans, c'est ce qu'on fait avec des consultants généralement, mais la difficulté, c'est de mettre les choses en œuvre, d'embarquer tout le monde dans une entreprise et donc de pouvoir faire vivre le projet, quoi. Comment est-ce que tu as fait justement pour embarquer tout le monde ? À la fois tes collaborateurs, mais aussi tes actionnaires ? Alors, les actionnaires étaient déjà dans cette philosophie de devenir une entreprise à mission. Donc, je dirais, c'est fondamental. Et effectivement, il y a 3 grands vecteurs dans l'entreprise. C'est les actionnaires, je dirais les comités de direction en général, ensuite tous les collaborateurs. Et donc, il faut traiter ces 3 sujets. Au niveau des actionnaires, on leur a fait voter la feuille de route. On les a fait voter. On leur a dit, voilà ce qu'on a fait pendant 9 mois. On est arrivé à cette conclusion. Voilà ce qu'on vous propose. Ça a été voté à l'unanimité. Ensuite, on a les COMEX. Dans les COMEX, c'est plus des gens qui vont mettre ça en œuvre dans leurs équipes. Et là, pareil, au fil des sessions, on a fait un reporting à peu près mensuel de ce qui se passait, de où on en était. On a échangé aussi, pensez-vous qu'on puisse faire ci, pensez-vous qu'on puisse faire ça. Et on a aussi beaucoup débattu sur le fait de où on met la barre. Évidemment, si on met la barre trop bas, on va sauter en 3 ans. On pourra dire, oui, on est bon, on a gagné, mais ce n'est pas le but. Donc, on a mis quand même la barre assez haut avec certains objectifs, je dirais, 2 ans après, qui paraissent aujourd'hui un peu éloignés, mais qu'on a quand même gardé, où on va s'ajuster. On ne peut pas tout faire bien, il y a des choses qui sont possibles. On veut par exemple passer au biogaz dans nos unités industrielles. Il y a 1 an et demi, ça paraissait atteignable. Aujourd'hui, il y a une chute des cours du gaz qui fait que les biogaz sont beaucoup plus coûteux comparativement à il y a
1 an et demi. Et donc ça, on va le mettre plutôt sur le parking, on va avancer sur d'autres sujets, parce que si on veut faire ça, c'est un peu à la fin de l'entreprise. Donc on est obligé d'agir avec un certain pragmatisme pour montrer aux gens qu'on fait des choses, mais qu'on ne les amène pas dans le mur non plus, parce que la CEC, c'est social et environnemental. Donc l'humain, c'est fondamental que les gens se disent il y a des évolutions, mais on nous prend en compte. On ne ferme pas juste la boutique en disant on ne fait plus ça, puis on va faire autre chose. Je peux donner certains exemples assez concrets. On a une division de grand terrassement. On est une 60aine de personnes qui travaillent là-dedans. Les grands terrassements, c'est vraiment pour les ouvrages linéaires. On en fait beaucoup moins, des autoroutes, des lignes de TGV même. Et donc l'avenir de cette structure est un petit peu en question. Mais on s'est dit, nous, on va développer un autre segment qui s'appelle le génie écologique. Le génie écologique, c'est l'action de réparer la nature. Partout où on a laissé un terrain pollué, une rivière déviée, qui aujourd'hui crée des problèmes, on va aller le réparer. Ça, c'est des travaux qui s'appellent des travaux de génie écologique. On a formé des gens, on veut former 10%, puis 20% des gens des grands travaux vers le génie écologique. En fait, il y a des gens qui sont intéressés. Donc on a dit, vous voyez, les choses changent, mais on va vous accompagner, on va vous former, et vous allez pouvoir... Excuse-moi, je te coupe, mais pour bien comprendre, que sur les projets que vous avez déjà réalisés, vous avez fait ce rétropédalage, entre guillemets, de vous dire qu'est-ce qu'on a pu laisser en friche, qu'est-ce qu'on a Alors, pu... c'est pas forcément des projets que nous, on a réalisés. Ah oui, ok. Ce sont des projets qui ont été faits. Par exemple, on est sur un chantier très intéressant où il y a une rivière qui a été déviée dans les années 50 parce qu'on ne la voulait plus en ville. Bon, on a dévié la rivière, puis cette rivière déviée, elle est toute droite, elle crée des tas de problèmes, des inondations. Donc on va la remettre dans son lit initial. Voilà. Et puis ça va recréer de la nature, en fait, de la végétation, ça va faire de la captation de CO2, mais aussi de la biodiversité parce qu'on va aussi mettre les plantes qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc c'est ce type de travaux. Une zone qui a été artificialisée, un terrain qui a été pollué, qu'on veut parfois en faire autre chose. En faire un parc, par exemple, ça arrive. Il faut dépolluer le terrain, il faut enlever tout ce qui a été construit et faire un parc à la place. Et c'est ce qu'on va faire ici. Il y a plusieurs projets à Nantes dans ce sens. Donc en fait, c'est vraiment une nouvelle activité que vous avez créée ? Alors, ce n'est pas nous qui l'avons créée, elle existe, on n'est pas les seuls à faire ça, mais c'est une activité dans laquelle on s'est diversifié parce que... stratégiquement, on voit qu'il y a des choses qui diminuent. Les travaux du passé, on en fait beaucoup moins. Il y a des choses qui progressent. Le génie écologique fait partie des choses qui progressent. Le recyclage, par exemple, je disais, on est une industrie extractive. On va extraire des matériaux dans les carrières pour en faire des granulats, pour faire des routes, du béton ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, on peut recycler les anciens granulats et les remettre. Donc, c'est une activité aussi qu'on a développée. La déconstruction, la dépollution, les espaces verts. On s'est diversifié dans toutes ces activités pour aussi aligner ces nouvelles activités avec notre feuille de route, parce qu'en fait, tous ces nouveaux métiers sont beaucoup moins impactants que les anciens métiers. Et c'est comme ça qu'on fait baisser notre bilan carbone. Donc on continue à faire du chiffre d'affaires, mais sur d'autres activités. Est-ce qu'il y a d'autres exemples justement que tu voudrais nous partager d'actions concrètes que vous avez mis en place dans votre feuille ? Alors on a été amené à renoncer à certains projets aussi, des projets qui étaient parfois assez anciens, et c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus revenir. Les projets ont vraiment du mal à aboutir, ça prend du temps, les besoins changent, et donc on a arrêté certains projets. Par exemple, on a arrêté le projet d'une aire de stockage de déchets inertes, donc c'est vraiment des matériaux pas très dangereux, à Donges, où on avait ce projet depuis une vingtaine d'années. Puis on s'est dit, est-ce qu'on a encore besoin de ce projet ? Il y avait aussi une certaine opposition, il faut le reconnaître, localement. Bon, des riverains qui n'étaient pas tout à fait d'accord, bon, ça arrive, on a arrêté le projet. Une autre chose qu'on a faite aussi, on a désinvesti d'un segment où on était très présent depuis une cinquantaine d'années, c'est les sables marins. Donc on avait des concessions de sable marin, et ça consiste à aller dans l'océan, pomper du sable avec un gros bateau, le ramener sur des dépôts, sur la Loire, et le commercialiser pour faire principalement des bétons. Ou pour les maraîchers, donc il y a deux sources de sable, il y a les sables terrestres dans des sablières, et puis il y a les sables marins. Et on s'est dit, cette activité, finalement, pour nous, d'une part, elle a un gros impact, c'était 2% du chiffre d'affaires et 15% du bilan carbone. Gros poids carbone. Puisque grosse consommation d'énergie fossile sur un bateau de 80 mètres, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et bien on s'est dit, cette activité n'est plus alignée avec ce qu'on veut faire nous chez Charrier. Donc on a cédé cette activité il y a à peu près 1 an. Mais quand tu le dis, ça paraît facile de prendre des décisions comme ça, mais j'imagine que c'est un impact même politique. Comment... Alors c'est pas facile, ça s'inscrit dans une stratégie de long terme, donc il faut avoir une vision un petit peu... Et ensuite, il faut exécuter. Finalement, là, les actionnaires aussi ont été assez alignés avec cette décision. Et puis, on a réinvesti finalement ce capital dans des activités du futur, ce qu'on appelle les nouveaux métiers chez Charrier.
Donc les nouveaux métiers autour des 4 E, donc c'est l'eau, l'énergie, les espaces verts et le génie écologique. Et donc ensuite, il a fallu vendre tout ça aussi à nos forces vives, à tous nos collaboratrices, nos collaborateurs. Et donc chaque année, on explique un petit peu où on va. Et finalement, tout le monde sait qu'on a un problème. Et ce qu'attendent les gens, c'est qu'on les accompagne aussi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au problème? Nous, c'est notre approche. On va passer d'anciennes activités vers de nouvelles activités. Par exemple, on a défini l'énergie, on n'est pas encore dans l'énergie, mais on va aller dans l'énergie. L'énergie, c'est les travaux, bien sûr, autour de l'énergie, puisque il faut développer la production d'énergie électrique en France, on le sait, pour électrifier nos flottes, et ça, c'est très important. Et pour chaque euro de production, il faut investir 1 euro dans les réseaux, par exemple. Donc, on va s'orienter vers ces métiers. Mais j'imagine que pour convaincre tes collaborateurs, il faut quand même déployer un peu d'énergie parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité écologique, ou du moins tout le monde n'en est pas au même stade. Alors chez Charrier, on est quand même avec des gens qui viennent là des fois un peu pour ça aussi. Et ceux qui nous ont rejoints depuis 3 ans, on est assez attractifs comme entreprise et c'est bien. On attire les talents, il nous en faut, mais c'est des talents avec du sens qu'il faut attirer. C'est-à-dire les gens qui cherchent un sens aussi. Et donc, quand on arrive à aligner les 3, c'est quand même le projet, les talents et le sens. Voilà, ça donne un certain sens à ce qu'ils font. Donc, on reste quand même pragmatique. On a une entreprise, on a un compte de résultats. Il faut aussi pouvoir bâtir le futur sans faire de dégâts au niveau social. Donc, on est entre la prudence et puis l'ambition. Voilà, entre un certain pragmatisme et une certaine ambition. Ça, c'est notre projet. Et étonnamment, Stéphanie Romero, que tu connais, nous a rejoint il y a 2 ans, elle, qui est notre directrice environnement RSE, était très très inquiète. C'est elle qui m'a accompagné pour la CEC, parce qu'on est 2, on est un binôme. Il y a le dirigeant, puis il y a le champion environnement, le planète champion, voilà. Et elle était très très inquiète des réactions du commerce quand on allait présenter au début. Genre, ça va pas. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'était assez étonnant. Et c'est pas un peu contre-intuitif justement pour une entreprise dont l'activité historique est le terrassement et la construction de s'engager dans un parcours CEC? Ben non. Non, c'est pas contre-intuitif. Ça peut être surprenant. Mais nos activités, elles existent depuis les origines de l'humanité. On a toujours aménagé nos territoires, même dans les temps les plus anciens. L'homme a toujours aménagé son territoire et on va continuer à l'aménager. Et notamment face au dérèglement climatique, il va falloir adapter nos infrastructures. Et donc, je pense qu'il faut adapter les infrastructures, mais dans une logique de réduction d'impact. On ne peut pas adapter des infrastructures qui souffrent du problème en aggravant le problème. On ne peut le faire, et ça ne peut avoir de sens, que si on le fait avec moins d'impact, voire 0 impact. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de faire 0 impact. Par contre, on est capable de diminuer nos impacts. On veut diminuer nos impacts de l'ordre de 1/3 d'ici 2030. Et on a pris 2020 ou 2022 comme date de départ. On n'a pas pris les années 70. Parce que là, on aurait pu dire beaucoup plus, mais en fait, on s'est restreint pour avoir quelque chose de précis au niveau des mesures de... Et donc toi qui as terminé ce parcours, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les personnes que j'ai rencontrées, on va dire, voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué, parce que je suis un petit peu engagé aujourd'hui auprès de la CEC pour vendre la CEC, pour recruter de nouveaux participants et pour communiquer notamment sur la CEC. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Puis la qualité du process qui est déployé. Qui me paraît à la fois très ambitieux et très pragmatique, c'est-à-dire que tout le monde peut arriver à ressortir de la CEC avec une feuille de route relativement ambitieuse. Qu'est-ce qui, selon vous, vous deux, est le plus difficile dans ce cheminement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 difficultés ou craintes des dirigeantes et des dirigeants qui reviennent souvent. La première... C'est plutôt au démarrage du parcours, peut-être vers la session 2 ou 3, c'est de se dire, en fait, si dans mon marché, je suis le seul à bouger, je vais me faire avoir, je vais perdre des parts de marché. Là, le premier truc, c'est de se dire, adopter cette posture de rechercher les coopérations, s'ouvrir, essayer d'embarquer aussi sa chaîne de valeur, ses partenaires ou même ses concurrents et ses concurrentes sur... certaines actions ou certains projets. Donc ça, c'est un peu le truc de... J'y vais, mais je ne veux pas y aller tout seul. Donc la CEC peut donner cet élan-là. Une autre difficulté qui revient un peu sans arrêt, tu en as parlé un peu, c'est la peur de la casse sociale, ou plutôt comment
En même temps, je gère mon business et je fais en sorte d'être toujours là dans 10 ans, dans 20 ans. Et en même temps, j'essaie de créer un futur désirable. Ben ça, c'est pas facile. Il faut réussir à faire cohabiter les 3 personnes en chacun de nous. Celui qui est manager ou qui sécurise l'activité, celui qui a la vision, et puis celui qui a envie de prototyper ou d'être dans l'innovation. Et en fait, on a toutes ces parts-là en nous, et puis il y a toutes ces parts-là aussi au sein de l'entreprise. Donc, pour ça, on a découvert l'approche des 3 horizons, qui a été théorisée par Bill Sharp, qui est super intéressante et qui permet de mettre des mots là-dessus. Au départ, on était un petit peu embêtés de ce qui apparaissait comme une contradiction. Il faut que je sécurise mon business et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et puis après, la 3e difficulté, ça c'est celle que toi, tu n'as pas connue, Jean, et c'est une chance, mais qu'un certain nombre de participantes et participants rencontrent, c'est comment j'embarque. Une fois que je sais où je veux aller, j'ai une vision claire comment j'embarque les actionnaires en premier lieu. Et là, il s'agit de comprendre quels sont les besoins de sécurité des actionnaires ou qu'est-ce qui peut les faire vibrer. Puis aussi, une fois qu'on est 2 à avoir compris dans l'entreprise, comment on arrive à embarquer tous ces collègues qui sont plus ou moins nombreux. Et là aussi, il y a plein de solutions. Mais ce que je vois, moi, à la sortie du parcours, c'est bon, j'ai compris, je sais où on veut aller, ou là où j'ai envie d'emmener mon entreprise et l'équipe. Mais alors maintenant, il reste encore un énorme chemin pour activer la transformation en vrai. Il y a une méthode? C'est au cas par cas, et vous accompagnez les dirigeants au cas par cas. Nous, on n'accompagne plus les dirigeants. Là, ça devient du cas par cas. Et là, c'est aussi, on est dans une approche collective. Mais il y a plein de propositions qui existent pour accompagner ça. De faire des fresques The Week, etc., pour commencer à sensibiliser, à embarquer tout le monde en fonction de la taille de l'entreprise et des résistances qui existent. Il y a 1000 façons de faire. Mais la coopération et l'écoute, c'est la clé. Tu peux juste nous expliquer ce que c'est que The Week? The Week, pour ceux qui peut-être que tu pas. l'as fait, toi, Eleonore. Non, je ne l'ai pas fait. The Week, c'est un petit parcours qui existe en vidéo, qui permet en 3 sessions, que normalement on cale dans une semaine. Donc ça peut être 3 fois à l'heure du déjeuner, 3 fois à l'heure de l'apéro, avec un nombre relativement illimité de participants. Et le principe, c'est on regarde une vidéo et on en parle ensemble et on débriefe ensemble. Et donc c'est un peu comme un mini parcours CEC en accéléré et à distance, où on comprend l'ampleur et l'urgence des crises dans lesquelles on est. Et puis ensuite, il y a aussi le U. Ensuite, on retrouve ce qui nous fait agir. Et puis à la fin, on réfléchit à comment on peut être un acteur ou une actrice du changement. Donc ça peut se vivre à titre individuel ou collectivement ou à titre professionnel, quoi. C'est un bon outil, en tout cas, pour engager le dialogue sur ces sujets-là. Et toi, Jean, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi dans ce cheminement? Tout est difficile. Voilà. Si on cherche la facilité, il ne faut pas aller là, il vaut mieux rester chez soi. Non, la première chose qui est difficile, c'est d'écrire cette fameuse feuille de route. Et moi, au départ, je l'appelais ma feuille de doute, parce que j'étais complètement perdu sur justement les ambitions de la CEC, tout ce qu'on nous dit avec des témoignages hyper inspirants et des gens qui ont basé tout leur business model sur le futur, la RSE, l'environnement, le social. Et puis nous qui sommes dans un secteur quand même hyper traditionnel, les travaux publics qui existent depuis la nuit des temps. Donc faire une feuille de route, c'est très compliqué. La faire accepter, je me suis rendu compte qu'il fallait que tout le monde y trouve quelque chose dans la feuille de route qui le concerne. Et on a parlé beaucoup de l'aspect environnemental, mais pas beaucoup de l'aspect social. Et par exemple, sur l'aspect social, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ouvert le capital de l'entreprise aux salariés. Et ça, on l'a mis dans la feuille de route. J'avais d'ailleurs été interpellé publiquement sur le fait de savoir si mes actionnaires avaient approuvé, et je lui ai dit, je ne sais pas, mais je leur fais confiance, parce qu'on ne leur a pas encore présenté. Donc en fait, les gens à la CEC ont appris avant les actionnaires qu'on voulait ouvrir le capital, mais c'est une chose à laquelle ils avaient pensé auparavant. Mais nous, là, on l'a fait. On a ouvert 2% du capital. Ça a pris 1 an et demi après la CEC, parce qu'il y a tout un tas d'étapes réglementaires. Et donc finalement, quand on met un certain nombre de choses comme ça, c'est aussi, il y a quelque chose pour moi. Chaque collaborateur de Jarret peut se dire,
Ben oui, dans le plan Agir 2030, il y a ça, ben là, ils l'ont fait. Arriver à mobiliser tout le monde, et puis, de toute façon, on a aussi du déni sur un pourcentage de nos salariés que ça ennuie, qui n'y croient pas, il faut faire avec. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui vont être sensibles à ça, puis on voit surgir des objections. Ben, il faut continuer à prêcher un petit peu, à essayer de convaincre, à dire, ouais, mais non, les voitures électriques, c'est quand même bien, vous voyez, parce que même économiquement, je peux vous montrer que déjà, c'est 75% de carbone en moins, mais qu'en plus, en bas à droite, ça fonctionne, parce que sur le coût total, investissement plus coût d'opération, enfin coût au kilomètre, en fait, ça revient moins cher. Et donc, ben, on diminue notre bilan carbone comme ça, et on n'oblige pas les gens chez Charry à avoir des voitures électriques, hein, parce qu'on a un certain nombre de collaborateurs qui se déplacent, qui ont des voitures, mais on est à 25% de la flotte, spontanément. Les gens à 25% adoptent un véhicule électrique, c'est pas ça dans la population générale, hein. Donc, bon, petit à petit, évidemment, on restreint les choix, on essaie quand même de diriger un peu le truc, mais il y a donc toutes ces difficultés, bâtir une feuille de route, convaincre, les difficultés économiques pour derrière la mise en œuvre. Donc, ben, nous, on a été obligés de ralentir certaines actions pour protéger quand même l'emploi, nos salariés et le business. On ne peut pas tout faire et on ne fait pas tout bien, et parfois on est obligé de freiner ou voire mettre en pause, hein, certaines choses. La technologie qui n'est pas forcément là, sur les camions par exemple, sur le matériel TP, il y a très très peu d'offres en électrique, et quand il y en a, ça coûte 3 fois plus cher. Donc comment on va... Alors on fait du test de prototype, on essaie de trouver un chemin, mais pour le moment, je dois dire, je ne trouve pas. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et puis la dernière difficulté, c'est tous les cadres réglementaires qui existent, à la fois techniques, toutes les normes qui empêchent de prioriser la réduction des CO2 par rapport au coût, par exemple, hein. Même si le coût est modique, hein. Si on fait 10% de CO2 en moins, on est 0,5% plus cher, ben on n'a pas le marché, vous voyez. Et nos clients sont tenus par tout un tas de normes, et aussi par le Code des marchés publics qui interdit un certain nombre de choses. Donc on a à gérer toutes ces difficultés, mais il faut rester optimiste, hein, parce qu'il n'y a que ça qui nous sauve. Et on voit quand même le comportement de certains clients qui évolue. Ils sont plus sensibles. On nous demande des bilans carbone sur les chantiers. On n'est pas forcément jugé dessus, mais on dit, donnez-nous le bilan, puis on va mesurer, on va voir si c'est fiable. Si ce que vous avez annoncé est fiable. Donc là, on essaie d'y aller en priorité, bien sûr, parce que c'est des occasions d'apprendre. Et puis, je suis peut-être un peu long, mais la dernière difficulté, c'est ce qu'a dit Céline, c'est d'aligner un business model avec une feuille de route. Donc nous, on a lancé un exercice stratégique juste à la fin de la CEC finalement. Et on a revu toute notre stratégie en se disant, voilà, on a écrit ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et ce qui s'est C'est un trouvé, exercice stratégique que tu as lancé sur quoi ? Sur 5 ans Alors sur 10 ans, on a Sur aligné 10 ans. à 2030. Ok. Et donc aujourd'hui, notre feuille de route stratégique, c'est un peu notre feuille de route CEC, quoi. Et c'est notre feuille de route mission. En fait, c'est Agir 2030, c'est ça, c'est développer certains métiers. Et donc ça conduit à céder certaines activités et puis investir dans de nouveaux métiers. Et tu disais qu'en plus, vous étiez audité régulièrement ? Oui, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. En tant qu'entreprise à mission, ouais. Et c'est très très sérieux. Ouais. Oui, Mais c'est bien, parce que sur une vision long terme, on peut avoir tendance à s'éloigner de l'objectif initial. Et au moins, ça vous force à, j'imagine... C'est-à-dire que si on est éloigné, on mesurera l'écart. On dira, parce que nous, on ne veut pas faire du green bashing ou du greenwashing, plutôt. C'est pas du tout... on évite d'ailleurs de communiquer. Les seules communications, c'est notre rapport de mission qui est public, parce que c'est le statut de l'entreprise à mission qui nous l'impose. Mais on veut aussi être sérieux, mesuré, et puis... on fait certaines choses bien, nos bilans carbone pour le moment ils diminuent, mais d'autres choses on n'y arrive pas tout à fait, et puis on le dit, quoi. C'est comme ça. Est-ce que vous avez constaté justement des points communs dans les résistances des entreprises ? Qu'est-ce qui, à l'inverse, tu trouves, libère l'envie d'agir ? J'ai l'impression, mais tu le diras mieux que moi, je pense, Jean, mais que ce qui libère l'envie d'agir, c'est la confiance c'est le fait de ne pas se sentir seul. C'est vraiment l'énergie du collectif. J'ai l'impression, la dernière session là, de la deuxième CEC Ouest était la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il y a un effet d'entraînement aussi entre les participantes et les participants, de dire waouh, lui a fait ça. Là, on a eu une petite séance de pitch. Et donc, il y a un peu d'émulation. Peut-être que les dirigeantes et les dirigeants sont des gens aussi qui aiment bien le défi. Et puis, une certaine joie à œuvrer plutôt dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Le collectif, la coopération, la joie.
Tu es d'accord avec C'est ça? ce que j'observe. Oui, oui. Ouais. Puis, Et puis c'est valable pour moi aussi, en fait. Ouais. la question, c'est qu'est-ce qui libère les énergies, hein, c'est ça. Mm. Bah, c'est le sens. Mm. On amène un élément essentiel à la vie humaine. Je pense les gens aujourd'hui viennent pas seulement chercher un salaire, un bureau et un véhicule de fonction. Ça, quelqu'un à peu près moyennement talentueux va le trouver dans plein d'endroits. Je crois que la couche supplémentaire, c'est le sens. Si je prends la pyramide des besoins, ben là, on monte dans le triangle des besoins. Donc, on est dans quelque chose de... Je me dis que ce que je fais, c'est bien. Je rentre chez moi le soir, je suis quand même peut-être un peu plus heureux. Ça rend ma vie plus belle, en fait. On pourrait le dire comme ça. Et c'est vrai. Non, je le dis, c'est un peu bêta ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est que je me dis, bah, quand même, ouais, regardez ce qu'on a fait. Et je pense que ça percole dans l'entreprise. Donc, bien qu'il y ait une partie qui n'adhère pas, et c'est normal, il faut l'accepter, je pense qu'il y a une grande partie qui adhère. Et notamment chez les jeunes. Hein. On lance certains recrutements, on reçoit 200 CV. C'est hallucinant. On ne s'entendait pas à ça. Et c'est aussi lié à la marque employeur, parce que ça, je pense que c'est important pour les moins de 30 ans d'aller dans une entreprise qui essaie de faire quelque chose honnêtement. Voilà. Et donc la prochaine session, elle démarre en janvier 2026, c'est ça? Exactement. Ouais. Quel conseil vous donneriez à un dirigeant pour lui donner envie de se lancer? N'hésite pas, viens. Avant-hier, j'étais avec un participant de la deuxième promo qui disait, je n'ose pas le citer, enfin, en tout cas donner son nom, mais il disait, c'est la meilleure décision que j'ai prise ces 10 dernières années et ça me redonne l'élan d'entreprendre pour les 10 prochaines. C'était un patron un peu qui trouvait plus trop de sens dans son business et dans son activité. C'est ça. Donc voilà, moi, je suis pas sûre que ce soit un conseil. Mon conseil, c'est peut-être n'attendez pas d'avoir réglé tout, d'être complètement sécurisé économiquement, d'avoir fini la RSE, la CSRD, vos plans stratégiques, ou même d'avoir validé, d'avoir défini votre raison d'être. Le meilleur moment, c'est maintenant. Déjà parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on se rapproche quand même de plus en plus du mur, sans vouloir se faire peur. Et en plus parce que en fait, ça peut permettre, comme tu l'as super bien dit Jean, d'aller plus vite et plus loin, donc pourquoi attendre? Moi, je dirais simplement, fais confiance. Je dirais, jette-toi dans la piscine, n'aie pas peur de te noyer. Tu vas nager plus vite et tu vas ressortir de la piscine avec quelque chose de vachement bien. Et puis, ça donne de l'énergie. Voilà, je crois que le sens donne l'énergie d'agir. Je crois que voilà, il faut trouver la motivation. La motivation aujourd'hui, c'est pas d'avoir un compte de résultat qui est super bon. Ça ne peut pas être que ça. Se dire, je prends soin de mes collaboratrices, de mes collaborateurs, je prends soin de la planète et j'essaie de faire des profits avec tout ça. Je pense que ça a quand même plus de sens. C'est un trépied finalement. Hein. Évidemment, il faut avoir des actionnaires alignés. Nous, on a cette chance aussi. Hein. L'entreprise Charrier, c'est quand même très particulier. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a toutes sortes d'entreprises. Il y a des très, très grandes entreprises à la CEC. Il y a des ETI comme nous. Puis il y a des PME, finalement, où là, on peut les inspirer. On peut aussi les aider. Et on le fait régulièrement, d'ailleurs, dans la CEC ou dans d'autres structures, comme Adero. Et puis, il y a des gens qui sont un peu artisans, qui sont 400, mais qui ont envie de faire quelque chose. Donc, je suis sûr qu'à la fin, ils font quelque chose de plus et plus vite que ce qu'ils n'auraient fait sans la CEC. Maintenant, il faut consacrer 18 jours. C'est 12 jours ouais. Ça paraît beaucoup. 6 x 2, non, c'est la première session qui fait 3 jours. Oui, c'est ça. Ouais, c'est 13 12 jours, on dit 12. 12 jours. Ok, ça 12 jours. Pas tant que ça, en fait. Il y a aussi le travail en interne et le travail pour élaborer tout ça, les consultations qui sont nécessaires dans l'entreprise. Mais finalement, on apprend tellement, on n'en ressort pas pareil. Je pense que ça donne l'occasion de questionner le modèle d'affaires aussi, de se dire qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut développer qu'on n'a pas. Puis, donc ça rentre vraiment dans la stratégie si on veut en faire un outil efficace, sinon ça sera peut-être plus limité. Voilà. Pour terminer sur une note positive à destination de nos auditeurs, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Viens. Venez, rejoignez-nous. Le changement, c'est maintenant, c'est un petit peu connoté. Oui, le prochain train, c'est janvier 2026. Donc, on est en train de recruter la nouvelle promo. Justement, pour postuler. En fait, pour postuler, on postule. Comment ça se passe le recrutement?
On peut postuler. On a un site internet, cec-impact.org. Il y a une petite case Ouest et toutes les explications, les dates et un formulaire de candidature. Ça passe aussi beaucoup par le bouche à oreille. Et puis à la fin, on vient chercher celles et ceux qui nous manquent, parce que notre idée, c'est d'avoir la meilleure représentativité du tissu économique breton et ligérien. Donc on essaie vraiment d'avoir 30 ligériens, 30 bretons, la moitié d'hommes, la moitié de femmes, des petites, des moyennes, des grosses entreprises et aussi des collectivités locales et des organisations publiques, dans l'idée de activer la bascule sur le territoire et puis aussi faire en sorte qu'on soit le plus résilient possible, le plus adapté possible aux changements qui sont déjà là en fait. Jean, un petit mot pour les auditeurs pour terminer sur une note positive. Venez, faites confiance et vous en ressortirez transformés. Très bien. Merci à tous les deux pour votre temps aujourd'hui. C'était très intéressant. Léonore. Et puis à bientôt.